Bonjour à tous et bienvenue dans Point Paul, la grande web émission politique de cette campagne législative, concoctée, mijotée depuis chaque semaine, depuis un petit moment maintenant, conjointement par l'internaute.com, par le Lab Européen, représenté aujourd'hui par Amandine Rayot. Bonjour. Par le Huffington Post, représenté aujourd'hui par Alexandre Bourdet. Bonjour. Et par le Journal du Dimanche, représenté aujourd'hui par Anne-Charlotte Dussault. Bonjour. Bonjour à tous. Notre invité aujourd'hui est mathématicien de génie, on peut le dire, récompensé par la médaille Fields, expert de la physique statistique et de la géométrie riemannienne. C'est un grand amateur de randonnée depuis des années, mais ce ne fait que quelques mois qu'il est vraiment en marche, on peut le dire, pour Emmanuel Macron. Il est aujourd'hui d'ailleurs dans la fosse au lion, parmi les fauves de la politique, candidat aux législatives dans la circonscription de l'Essonne. Notre invité, c'est Cédric Villani. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Deschamps peut le dire. Deschamps peut. Jeanne, au secours! Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Je me souviens de ça. Bonjour Cédric Villani. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Point Paul. Alors on commence tout de suite avec la première séquence traditionnelle ici dans cette émission, c'est la séquence Légender cette photo. On a exhumé une photo de votre passé récent, alors celle-ci date de 2016. 2016, vous étiez à l'Élysée, vous avez été reçu par François Hollande à la suite d'une tribune dans Le Monde pour manifester votre colère contre des crédits accordés à la recherche qu'elle sautait. Bref, en fait, elle nous sort sous tout prétexte pour vous interroger sur votre look, pour tout vous dire. Parce que là, on voit quand même que votre look dénote par rapport à tous ces scientifiques et au personnel qui a l'habitude de déambuler dans les couloirs de l'Élysée. Expliquez-nous ce look, vous l'avez eu à quel âge? À quel âge vous vous êtes dit, je vais m'attribuer À quel âge j'ai dit, je vais avoir mon look? Alors d'abord, même si vous l'avez dit, ce n'est pas la question principale, je vais quand même revenir un tout petit peu sur le contexte de cette photo, parce qu'on était très fiers. J'étais là avec quelques autres scientifiques récompensés. Il y avait des prix Nobel avec moi. Et effectivement, la tribune dans laquelle on avait exprimé notre colère, ça avait permis de nous faire recevoir par le président de la République et d'obtenir gain de cause en quelques instants sur des montants qui étaient de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros. À coup sûr, c'est l'entrevue avec le plus grand bénéfice à laquelle j'ai jamais participé. Et une des choses que nous a dites François Hollande à cette occasion-là, pour commencer, c'est qu'il avait été impressionné par notre capacité, on va dire, médiatique. Et le fait que la colère de quelques scientifiques, ça ait autant de retentissement, ça pèse autant pour l'opinion publique. Ça s'est vu à travers la façon dont nos articles avaient été traités. Et on avait vu là, c'est un jeu politique. Le fait d'être connu et d'être respecté par la population, ça a un poids politique important. Le look, qui d'ailleurs a évidemment, surtout au début, joué aussi à identifier, à construire une identité. En revanche, je ne l'ai pas conçu pour mes débuts médiatiques. Il date de bien plus longtemps, puisque en gros, j'avais à peu près le même look déjà dans mes années d'étudiant. Vers 20 ans. C'est quand j'avais 20 ans, en gros, que je me suis dit, Cédric, jusqu'ici, tu t'es habillé comme tous les étudiants. Maintenant, c'est le moment de trouver ton identité. On va faire confiance au hasard pour le découvrir. Un beau jour, je suis tombé dans un métro sur une chemise à l'ancienne. Je me suis dit, tiens, elle avait quelque chose à creuser. Et à force d'expérimentation, j'ai trouvé la tenue telle que vous la voyez à peu près. Je n'ai jamais cherché à la rationaliser. Tout le monde me demande est-ce qu'il y a une signification mathématique, est-ce qu'il y a une volonté, mais franchement, j'ai cherché la tenue qui était moi et dans laquelle je me sentais bien. Si vous êtes élu député, vous siégerez dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Il y a une règle dans cet hémicycle, c'est qu'il faut porter normalement une cravate. Est-ce que vous êtes renseigné si votre lavalière est autorisée? Vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question déjà. Je ne me suis pas renseigné, mais je pense, lavalière, ça s'apparente à une cravate. Et ça serait aberrant qu'on utilise de telles règles pour barrer l'entrée de l'hémicycle aux représentants de la nation élus démocratiquement. Je ne me suis pas renseigné explicitement, pour tout vous dire, et je fais confiance aux institutions de la nation. Et j'ajoute, on m'a posé la question aussi souvent, est-ce que vous serez forcé de vous assagir si vous êtes élu, quand vous serez élu? Et moi, je considère qu'il faut assumer mon identité telle que je suis, telle que je le ressens, et je continuerai à être moi.
On passe à notre grand premier chapitre consacré à la campagne, justement, des législatives. Là, on est en plein dedans. À votre campagne des législatives, du coup, vous avez rejoint, ça fait quelques mois, maintenant 2 mois, je crois que vous avez rejoint En Marche, où vous êtes candidat. Quelles sont les différences entre ce monde politique et le monde des mathématiques? Est-ce qu'il y a des différences, des similitudes? Comment vous vivez ça? Ça fait 6 mois que je soutiens En Marche officiellement. Le premier meeting d'Emmanuel Macron auquel j'ai apporté mon soutien, c'était celui qui se tenait à Lyon, qui était pour moi une grande émotion. D'abord parce que j'ai vécu 10 ans à Lyon et que c'était un peu chez moi. Ensuite parce que pour moi qui suis militant européen depuis 2010, engagé dans les think tanks à travers des tribunes, sans jamais avoir réussi à lui donner à ce sujet l'ampleur médiatique que je le souhaitais sur des questions pratiques liées à l'Europe, voir dans ce meeting les 8000 participants enthousiasmés, enflammés, clamer Europe, Europe, Europe au moment clé, ça m'a bouleversé. Et la campagne de terrain, du coup? La campagne de terrain, c'est une autre affaire, effectivement. Pendant les présidentielles, j'ai soutenu avec des tribunes, avec des apparitions publiques, avec des émissions de télévision. Après arrive la campagne législative et effectivement, c'est il y a même 2 mois à peine que vraiment j'ai pris la décision de me présenter. C'était pas une décision qui était si simple parce que ça veut dire un changement de vie, ça veut dire se lancer dans la fosse au lion, comme vous le disiez, avec une certaine incertitude, se soumettre au jugement du vote populaire. Mais c'était la suite logique de l'engagement. L'une des caractéristiques de En Marche, c'était de dire on veut du renouvellement à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'est pas représentative, trop âgée, trop peu de catégories socio-professionnelles et de métiers qui sont représentés. Il faut renouveler ça en partie et toutes les compétences seront bonnes à prendre pour cette diversité. J'ai soutenu cette idée. Ça fait des années que je milite aussi pour le dialogue poussé de la science et de la politique. Et donc, c'était la suite de la logique. En avant, je me présentais. Justement, vous parlez de milieu politique très dur, de fosse au lion. Qu'est-ce qui est le plus dur, donner des cours de maths ou le monde politique? C'est pas pareil. Donner des cours de maths, d'abord, il vous faut vraiment bien connaître votre sujet. Et puis, mathématiques, c'est dur à expliquer. Quoi qu'on fasse, même pour nous, c'est très dur. Donc, il faut mettre et remettre son ouvrage. La politique, c'est Politique, je ne dirais pas que la chose est facile, c'est que c'est différent. Vous avez des idées qui sont plus simples à assimiler que des idées mathématiques. Convaincre plutôt qu'à Et c'est dans le convaincre, voilà, c'est dans la posture, dans ce que vous allez incarner, dans les mots que vous allez employer, que tout est important. Et puis, il y a un sujet, en maths, vous faites une erreur, vous vous reprenez, et puis voilà, et sans arrêt, on se fait contredire et on reprend. Politique, vous faites une erreur, vous sortez le mot qui va mal, et la presse vous tombe dessus, et ça... On va y venir. Restons sur la campagne de terrain. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous coulez des affiches, vous faites des réunions publiques, il y a tout. Vous avez prévu des meetings. Campagne de terrain, il y a tout. D'abord, c'est prendre beaucoup de rendez-vous avec les acteurs de terrain pour bien identifier toutes les problématiques de la circonscription, les incorporer dans le programme, en tenir compte dans la réflexion et se préparer à l'action qui suivra. Si je suis élu député, il faudra que je connaisse très bien les enjeux locaux et donc je vais discuter avec des entreprises, des industriels, des associations, des acteurs citoyens, locaux, des acteurs locaux. Bon, il y a des manifestations publiques, bien sûr, des forums dans lesquels on discute de sujets, des réunions publiques où on présente le programme. Il y a aussi des démarches de terrain, on va à la rencontre des gens sur les marchés, dans les fêtes, dans les manifestations sportives, tout ce que vous voulez. Et puis il y a les moments de réunion avec l'équipe où on parle de stratégie, les longs échanges avec le directeur de campagne, est-ce qu'on va faire ceci, cela, et alors ça vous plaît? C'est passionnant. C'est passionnant. C'est passionnant. Dur, oui. C'est des longues journées, il y a eu des journées de 20 heures dans le tas. Il faut mettre en place le programme, vous demander comment vous allez, sur quels axes vous allez communiquer, mettre en place l'équipe, très important. Une campagne, c'est du boulot, campagne c'est exigeant et c'est passionnant. Est-ce que dans cette campagne, on vous parle de Richard Ferrand? Est-ce que les gens que vous rencontrez dans l'Essonne, ils vous en parlent? Écoutez, pour l'instant, moi, personne ne m'en a parlé. En revanche, certains des militants, je sais que dans des opérations porte-à-porte, dans des discussions, oui, on leur en a parlé. Et c'est un sujet dont on sent qu'il revient de plus en plus. Et est-ce que vous craignez que ça ait un impact sur le résultat des législatives pour En Marche? Moi, j'espère que l'impact, il n'y en aura pas. Mais évidemment, ça arrive ça, quand on est dans le feu de l'action. Et tout ce qui participe à brouiller les messages et semer le doute n'est pas bon à prendre. Et c'est pour ça que, dès le début, la position qui a été adoptée par le gouvernement, ça a été de dire, bon, là, il n'y a rien d'illégal, au sens strict, qui a été fait. Est-ce que c'est moral?
ou pas. Les gens discutent de ça et des opinions contraires. Et précisément, ça va être le travail de la loi de moralisation que de clarifier le contexte de ce qui est autorisé ou pas. Et donc, je vois ça comme une justification de certaines des mesures les plus importantes qui ont été annoncées dans le programme. Reste que cette loi-là va prendre du temps avant d'être mise en place. Là, tout de suite, est-ce que vous pensez qu'une enquête préliminaire a été ouverte ce matin sur le cas Ferrand? Est-ce que vous pensez qu'il est trop compliqué pour Richard Ferrand de se maintenir au gouvernement? Est-ce que ça ne nuit pas à l'ensemble du mouvement En Marche, selon vous? Moi, je ne connais pas tous les détails et pour l'instant, je vous dis... Au-delà de l'affaire juridique, au-delà des possibilités... Au-delà de l'affaire juridique, ce que je vois, c'est que je ne connais pas les tout derniers sondages, mais pour l'instant, je n'ai pas vu d'impact sur les sondages nationaux. Le sujet, évidemment, qu'il y a eu discussion, mais moi, je n'ai encore eu personne qui est venu me dire en face l'affaire Ferrand, ça montre bien que c'est du chiquet. C'est quand même une petite musique qu'on entend, vous savez. C'est quand même terrible. Vous-même, vos militants en parlent, ils commencent à se poser des questions. En tout cas, hier soir, j'étais en réunion publique dans une école. Il y avait au moins 150 participants qui étaient là. On discutait, on a passé des heures et des heures à parler de toutes sortes de points du programme, à défendre les choses. Et je vous garantis que le cas Ferrand n'est pas venu dans la discussion hier soir. D'accord. Donc, selon vous, c'est pas grave ou c'est pas... À l'instant où on pas parle, nécessaire que Richard Ferrand à l'instant où on parle, là, aujourd'hui, là, maintenant, il ne me semble pas qu'il soit nécessaire qu'il quitte ses fonctions. Ce n'est pas le cas d'autres soutiens d'Emmanuel Macron, comme Jean-Louis Bourlanges, qui ce matin a lâché Richard Ferrand, ou Daniel Cohn-Bendit, qui estime qu'il doit démissionner. Ce serait plus utile qu'il parte, pour vous? Et je dirais aussi, demain, peut-être qu'il faudra réexaminer la situation, après-demain. Moi, à l'instant, aujourd'hui, je n'en ressens pas le besoin, mais on voit bien, avec le fait qu'il y a des opinions contradictoires qui s'expriment, et c'est très bien qu'elles s'expriment démocratiquement, et on voit bien aussi qu'il n'y a pas de consigne qui a été donnée au soutien, et c'est sain, n'est-ce pas? C'est sain et c'est important Personne que les gens ne vous a parlent dit, pas. Personne ne m'a dit. J'ai reçu aucun coup de téléphone me disant voilà la ligne du parti. Oui. Non. Je dis ce que je pense et Cohn-Bendit dit ce qu'il pense et je pense que c'est très bien comme ça. Et pendant des années et des années, on a souffert de ça, de voir un parti tous parler à l'unisson d'une seule voix sur tel sujet. Aujourd'hui, nous, on dit non, En Marche, il n'y a pas de consigne. Chacun réagit en son âme et conscience, selon ce qu'il pense, et on est transparent. Ça continuera comme ça, vous pensez? Moi, je pense que ça continuera comme ça, et c'est pour ce genre de comportement que j'ai adhéré aussi. Avec l'idée qu'on fait de la politique différemment, qu'on n'est pas en train de dire des choses auxquelles on ne croit pas, qu'on n'est pas en train d'avoir des doubles discours en fonction des interlocuteurs, qu'on est dans une démarche de sincérité. Cédric Villani, vous avez rappelé qu'En Marche bénéficie de très bons sondages. Vous-même, dans votre circonscription, vous avez de bonnes chances de l'emporter. Mais quand on vous voit sur le terrain, vous faites beaucoup de selfies, vous êtes très médiatisé. Est-ce que finalement, vous n'allez pas être élu sur une image? Alors, d'abord, sur le terrain, ce que vous en dites, c'est ce que vous voyez de reportages. Évidemment que ça va agrémenter l'ensemble d'avoir un selfie et que c'est facile dans un reportage de montrer le selfie. Mais le selfie représente qu'une toute petite part de l'action sur le terrain. Hier, c'était 3 heures, je pense, en tout de discussion et pas de selfie, sauf à la fin quelques-uns, mais l'essentiel, c'était dans la discussion. Évidemment, il y a l'image médiatique et certains de mes concurrents ont dit Villani, c'est le candidat des médias. Vous surnomme la Lady Gaga des mathématiques. Alors ça date pas d'hier, c'était déjà d'il y a longtemps. Et moi, ce que je réponds, c'est que quand on a un rôle national à jouer, il est normal que la communication ne soit pas seulement locale, elle est aussi nationale. Et dans tous les projets que j'ai défendus, dans lesquels je me suis investi ces dernières années, il y avait besoin aussi de communication nationale. Développement de l'Institut de recherche que je dirige depuis des années, oui, il a fallu beaucoup de communication nationale pour en parler, pour changer le regard des gens sur la culture mathématique. Les projets d'extension de mon institut, constitution d'équipe, mise en place de nouveaux projets de culture scientifique, il a fallu de la communication nationale. Vous revendiquez cet aspect de comme Paul Je le revendique et la communication, je vais reprononcer le mot de sincérité, tant qu'elle est faite dans cette démarche et qu'on sait quel est le but qu'on veut atteindre, elle n'est pas C'est de la communication sincère. C'est de la communication sincère. C'est un bel et oxymore. dans le cadre d'une... vous voyez ça comme un oxymore? Non, communication sincère, c'est le fait qu'on veut transmettre les messages à qui ça doit arriver. Et parfois bousculer un petit peu les gens dans leurs préjugés. Quand j'ai commencé à m'investir dans la communication mathématique, ouais, il y a des tas de choses à faire passer. Mathématiques, c'est beau. Mathématiques, c'est artistique. Mathématiques, ça fait partie de la culture, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de la société. C'est pas ce que vous croyez. Et on a vu que ça a marché. Et un député, c'est un rôle à la fois national et local. Les deux échelons sont très importants.
Et je revendique comme normal qu'il y ait de la communication nationale et de la communication locale dans cette campagne. Dans cette campagne, justement, il y a un paramètre qui peut troubler peut-être un peu le jeu. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. C'est, vu la recomposition actuelle, c'est entre les affiches de ceux qui sont majorité présidentielle mais pas vraiment en marche, de ceux qui sont investis par le PS mais qui mettent Macron sur leur affiche. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que ça trouble le jeu selon vous? Est-ce que c'est... Moi, je vois ça comme un signe très positif. Ça veut dire que tout le monde nous aime. Ça veut dire que des élus de beaucoup de partis ont envie de s'associer à l'image de En Marche. Et je l'ai vu, on l'a vu partout. On a vu des logos LR ou PS disparaître ou devenir de plus en plus petits sur les affiches. On a vu des slogans changer. Il y avait des slogans qui parlaient d'alternance et de combat droite-gauche. Ça a été remplacé par des slogans qui parlent de majorité et de présidence. Et les Français, ils s'y retrouvent dans tout ça? Et les Français, peut-être qu'ils ont un peu de... Peut-être qu'il y a un risque de confusion, mais on est là pour le rappeler. Les candidats de En Marche, les candidats de la majorité présidentielle, c'est nous. Et c'est nous qui avons été associés à la construction du projet d'Emmanuel Macron. On n'est pas en train de changer notre programme maintenant. On l'a vu aussi dans les grands programmes de droite et de gauche. Il y a eu des changements majeurs qui ont été faits entre le programme présidentiel et le programme législatif. Nous, on continue. On a notre programme national qu'on continue, qu'on assume, dont on est fier. On le complète par des visions locales du territoire en déclinant le programme par rapport aux enjeux locaux. Et puis voilà, on continue dans la cohérence et la continuité. Vous le disiez, Cédric Villani, c'est du travail d'être candidat et ce sera du travail d'être député. Est-ce que vous arrêtez les maths pendant 5 ans si vous êtes élu? Vous mettez votre carrière de chercheur, d'enseignant entre parenthèses? Arrêter les mathématiques, on ne l'arrête jamais complètement. Mais ce genre de changement, voire de sacrifice, évidemment qu'il faut savoir les faire quand l'occasion se présente. J'ai déjà fait un tel changement quand j'ai pris la direction de l'Institut Henri Poincaré. Ça fait 8 ans déjà, et évidemment que ça venait avec une diminution de mon activité de recherche. Évidemment que mon investissement dans la culture scientifique, il a aussi contribué à diminuer mon activité de recherche de façon importante. J'ai toujours gardé des activités d'enseignement, même quand elles étaient à faible échelle. Donc, si vous êtes député, vous pourrez être député enseignant ou... N'excluez pas la... Ce qui est important, c'est de garder tout le temps qu'il faut la disponibilité. Évidemment qu'une activité de directeur d'institut, sur le terrain sans arrêt, à recruter, à écouter les gens, à déposer des projets, une activité en tant que telle, elle n'est pas cumulable avec une activité. Donc vous de la député. mettrez entre parenthèses, cette Je la mettrai entre parenthèses. Je changerai de poste. Je resterai impliqué, mais sur une autre fonction, sur un poste plus stratégique plutôt qu'opérationnel. Ce qu'il faut, c'est pas cumuler l'action de député avec une action opérationnelle. Et si vous n'êtes pas élu, est-ce que vous continuerez la politique? Et on verra, mais je pense que j'ai confiance, j'ai foi dans le fait qu'il y a un gros travail à faire sur le rapprochement entre science et politique. Rapprochement entre science et société en général, on a besoin de plus de passerelles, ça j'y crois, et ça continuera. Et d'ailleurs, avant d'être engagé dans En Marche, j'étais engagé sur le créneau politique au travers de la défense de l'Union européenne, de l'Europe en général. Je suis dans le conseil scientifique de la Commission européenne. Ce genre d'activité continuera. Vous faites confiance à Frédéric Vidal sur ce point pour rapprocher sciences et politique, chercheur et Frédéric Vidal. Frédéric Vidal, bien sûr, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Premièrement, Frédéric Vidal a reçu les moyens de son action. Jusqu'à présent, en tout cas, le poste qu'avait Thierry Mandon, c'était un poste de secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche. Au contraire, Frédéric Vidal a reçu un ministère de plein droit avec beaucoup plus de marge de manœuvre et beaucoup plus de facultés d'action. Et puis Frédéric Vidal est une présidente d'université, quelqu'un qui connaît le terrain pour l'avoir pratiqué. Ça fait très longtemps. Je vous mets au défi de me citer un ministre ou une ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche des dernières années ou décennies qui était un acteur de la recherche soi-même. Hubert Curien peut-être est le nom qui vient à l'esprit, et puis après... Donc on voit là que dans ce gouvernement, et c'était typique de la constitution du gouvernement, au-delà des équilibres droite, gauche, centre, il y a eu beaucoup de personnalités qui ont été appelées dans ce gouvernement en fonction de leurs compétences. À l'environnement, une personnalité emblématique de l'environnement, à la santé, une personnalité qui a consacré sa vie à la santé, pareil à la culture, pareil à l'enseignement supérieur, pareil au sport. D'un mot, pas de regret de ne pas être à sa place? Aucun regret. C'est passionnant ce que je fais. On vous l'a proposé ou... C'est passionnant. Non, il n'y a pas eu. Absolument pas. Absolument pas. Moi, c'était clair pour moi dès le jour J+1 de la présidentielle. C'était clair pour moi que j'étais concentré sur ma candidature aux législatives. Et ça vous prend du temps.
ça vous prend aussi de l'espace mental, ça demande un engagement complet. Mais il y a quelque Et chose- comment font alors les ministres qui sont à la fois ministres et candidats aux législatives? J'admire ce qu'ils font. Je ne sais pas comment ils font. Ils y arrivent, ils se débrouillent. Certains ont plus d'expérience en politique que moi-même. Mais là, je vois en tout cas que pour moi, cette candidature aux législatives, c'est du plus que 100%. Justement, cette campagne, il y a... Cette campagne, vous avez fait quelque chose pour cette campagne qui colle parfaitement à notre séquence Assume ton tweet. Vous avez ouvert un compte Twitter le 9 mai, le jour de la fête de l'Europe. Sans doute pas anodin, vous nous le direz pourquoi. Mais d'un mot, le 10, en répondant à cet internaute, vous avez dit « Twitter est en train de préparer la pastille officielle pour s'assurer que c'est bien vous qui parlez sur Twitter ». On est 3 semaines plus tard, il n'y a toujours pas cette petite pastille. Vous nous confirmez que c'est vous qui... Ouais, c'est moi. C'est moi en liaison avec mon équipe proche, hein, parce qu'une campagne, c'est un travail d'équipe dans lequel vous êtes en contact sans arrêt avec les quelques proches qui vous suivent sans arrêt, directeur de campagne, suppléant en particulier. Et ouais, la pastille, c'était une réponse humoristique. Même les mathématiciens ont le sens de l'humour. Et donc, ouvrir un compte Twitter, c'était une obligation en campagne Je pense que c'était un moyen moderne et important d'être réactif et il faut bien s'y mettre à un moment ou à un autre. Je suis, par nature, hein, quand vous êtes scientifique, vous vous méfiez du temps court. Vous avez envie d'agir dans la réflexion, dans le débat de fond. Et vous vous méfiez des débats trop superficiels, donc ce n'est pas une décision anodine. Mais là, il s'agit d'être dans l'action, il s'agit d'investir de nouvelles temporalités, donc il fallait y aller. Une des difficultés majeures quand vous êtes scientifique et que vous investissez dans la société, ce sont les questions de temporalité. Recherche, c'est du temps long, administration, c'est du temps court, politique et communication, c'est du temps encore plus court, très court. Et combiner tout ça, c'est une difficulté majeure. Vous le disiez, ce compte Twitter, il est géré avec vos équipes. Quand c'est vous qui signez, vous signez CV avec une araignée. Vous avez une araignée aussi sur vous aujourd'hui. C'est quoi cette araignée? Ça vient d'où? Alors là, c'est le seul point sur lequel je garde toujours un petit secret. C'est bon de garder une petite zone de confidentialité. Mais il y a 15 ans, j'ai commencé à porter mon araignée systématiquement. Au début, des araignées qui venaient d'une artiste lyonnaise, puis des araignées qui sont venues de tous les pays. Vous en avez combien aujourd'hui? Une bonne 60aine. Je change au fur et à mesure. Et vous n'êtes pas arachnophobe, donc les vraies araignées, celles-là Pas arachnophobe, les vraies araignées, il ne faut pas en avoir peur. Et ce sont des alliés de l'humanité. Demandez aux agriculteurs. Araignées, c'est tellement important en tant qu'insecticide naturel. Et voilà. Il y a toutes sortes de mythes sur les araignées, toutes sortes de peurs qui n'ont aucun fondement. Au passage, je suis devenu très copain avec Christine Rollard, la grande spécialiste française des araignées, jusqu'à signer une petite préface pour un de ses ouvrages. Vous avez conscience quand même qu'on va vous demander, si vous êtes élu, pendant 5 ans, tous les jours, quelle est la signification de cette araignée? Je vais vous le dire, depuis 7 ans, tous les jours, on m'a demandé quelle était la signification de cette araignée. Moi, je tiens bon, toujours, conviction. Et les questions simples. Et à chaque fois, ma démarche, c'est la même. Je le répète encore, sincérité. Dans l'engagement politique, je défends ce à quoi je crois, je me présente où j'habite, je fais campagne avec des gens en qui j'ai confiance, sur des slogans qui me parlent. Dans mon action administrative, je travaille sur les causes qui me passionnent. Et quand j'ai décidé quelque chose, je continue. Donc on n'en saura pas plus sur cette araignée? Vous n'en saurez pas plus, je le crains. La nouvelle séquence. La séquence bienveillante de l'émission. Vous avez 1 minute pour dire du bien, soit d'Anne Hidalgo, soit de Benjamin Griveaux. Anne Hidalgo, j'ai appris à connaître au cours des campagnes municipales où j'étais président de son comité de soutien. J'ai vu qu'on avait là une personne à l'écoute, engagée, extrêmement active à la fois sur le terrain et avec un regard global. Pendant sa campagne, j'ai observé qu'il y avait une ambiance d'ensemble dans son équipe qui était bienveillante, qui était dans la bonne humeur, qui était dans la modernité. Vous étiez dans son comité de soutien. J'étais même président de son comité de soutien. Vous regrettez aujourd'hui qu'elle ne soit pas en marche, du coup, Anne Hidalgo? J'aimerais bien qu'elle soit en marche, mais
Il y a la liberté des uns des autres et elle a sa ligne politique à elle, Hidalgo. J'ai toujours une grande confiance en elle. Vous la Je sais connaissez qu'elle très fait ce bien. qu'elle Elle veut. vous a expliqué pourquoi il ne fallait pas franchir le pas? Écoutez, quand on sait, chaque fois qu'on se voit, et je suis dans son conseil stratégique de recherche, on parle de faire avancer Paris et on n'est pas là pour envenimer des querelles. On est là pour parler de progrès. Vous savez Alors, si elle c'est vous amusant. soutient? En tout cas, elle n'a apporté aucun bémol et aucune nuance. Elle m'a jamais dit « attention, tu fais une bêtise », alors qu'elle savait très bien que j'étais en marche. Elle a vu ça avec bienveillance. Alors c'est amusant parce que vous avez choisi Anne Hidalgo et non pas Benjamin Griveaux qui, on le sait, a des ambitions pour conquérir la mairie de Paris en 2020. Écoutez, c'est une autre affaire. Moi, j'ai choisi Anne Hidalgo parce que je la connais depuis plus longtemps que Benjamin Griveaux et parce que j'ai eu plus l'occasion de travailler avec elle. Et si dans un an, je refais l'exercice et que d'ici là, j'ai beaucoup travaillé avec Benjamin Griveaux, peut-être bien que Ce sera j'aurai une lui que vous séquence soutenez. bienveillante sur Benjamin Griveaux, bien Ouais. sûr, dont j'ai une excellente image par ailleurs. Puis dans un an ou deux, vous allez voir que les appareils politiques ont leur propre logique et il va falloir vous y faire. Peut-être que vous soutiendrez peut-être Benjamin Griveaux, une prochaine municipale, non? C'est exclu? On verra, rien n'est exclu. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de consigne dans En Marche, il n'y a pas de ligne du parti. Et beaucoup des militants qui se sont engagés là-dedans l'ont fait parce qu'ils se sont dit voilà un parti qui ne ressemble pas aux autres et c'est pour ça qu'on a envie de le faire. On le voit sur le terrain, des militants, on en a beaucoup, on en a de plus en plus. Chaque jour au quartier général de campagne, il en arrive un nouveau, au moins. Et à chaque fois, ils nous disent, je ne voulais pas m'engager par ailleurs, ni droite ni gauche, mais là, j'aime bien ce que vous faites et j'ai envie de m'engager parce que c'est différent. Allez, autre séquence consacrée à la nomination de Nicolas Hulot au gouvernement. C'est la séquence d'accord avec qui? C'est très simple, on vous soumet deux déclarations sans vous dire qui les a formulées et on vous demande avec quelle proposition vous êtes le plus ou quelle affirmation vous êtes le plus d'accord. La première, elle apparaît ici sur votre écran. La première, Hulot au gouvernement, c'est un coup de génie de la part de Macron. Il a nommé le pape de l'écologie. Ou dans 6 mois, si ça tient, Nicolas Hulot quittera le gouvernement. Ouais, en substance, c'est ce qui est écrit. C'est un écologiste. Il faut se rappeler de ça, alors que le Premier ministre est un nucléariste. Bon, Moi, je suis d'accord avec le premier. Hein. plutôt le Je premier. suis d'accord avec plutôt le Vous voyez, premier. un coup de génie. génie, un coup de oui. génie. Je vous rappelle que pendant la campagne, c'était une des critiques les plus virulentes adressées au programme d'Emmanuel Macron, que ça ne soit pas assez poussé sur le volet écologique. Vous pensez qu'il aura les moyens de, Et maintenant, de là, mettre en œuvre ce qu'il dans veut? ce gouvernement, moi je pense que, je vais vous dire, je vais répondre dans un instant, mais d'abord je vais vous dire, le fait qu'il ait nommé à ce poste Nicolas Hulot et qu'il ait réussi à le convaincre là où François Hollande et Nicolas Sarkozy n'avaient pas réussi, ça montre bien son ambition de faire quelque chose de grand. Même à avec un l'écologie. Premier ministre qui a été chez Areva. Écoutez, il ne le ferait pas. Et alors, ce que je vais dire maintenant, Nicolas Hulot, tout le monde le connaît. Il a un poids médiatique et un respect de la population extraordinaire. Pape de l'écologie, oui, en sens où c'est une autorité reconnue un peu morale par une grande partie de la population, une personnalité extrêmement Qui respectée. devra respecter les règles Et- fixées par le Premier Oui, ministre. mais c'est à double tranchant. Le jour où Hulot veut partir, il part. Il sera maintenu par aucune logique de parti. Et il fait ce qu'il veut. Les gens salueront une action courageuse, donc ça sera catastrophique pour l'image du gouvernement. Donc quand ils invitent Nicolas Hulot, c'est une prise de risque. c'est une prise de Parce que risque. S'il s'en va, ce sera Et l'échec. ils savent bien que s'ils n'ont pas une réaction dans ce domaine-là, Hulot partira et ça décrédibilisera le gouvernement. On dans ce reste sujet. une petite seconde sur l'écologie. Vous avez vu qu'aujourd'hui, Donald Trump va se prononcer sur l'accord de Paris, sans doute en annonçant son retrait, le retrait des États-Unis. Un sentiment, qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis très chagriné, pour utiliser un euphémisme, de la position de Donald Trump sur la question écologique. C'est l'une des questions les plus importantes de notre époque, la question du changement climatique. Et on sait bien qu'en fonction des projections, selon que l'augmentation c'est plus 2 ou plus 4 ou plus 6 degrés à l'échelle du globe, même si ça paraît peu, ça pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'ensemble de la civilisation, en termes de migration, en termes de nourriture pour la population, tout ce que vous voulez. Et c'est un enjeu majeur que Trump n'a pas su apprécier. Il est à contre-courant du mouvement scientifique, il est aussi à contre-courant
des avis, des opinions publiques. Contre-courant de beaucoup de choses, hélas. Voilà. Sur cette question, qu'est-ce que doit faire la France? Quelle est la position face à Trump s'il sort de l'accord de Paris? Il faut une réaction ferme, il faut essayer de le convaincre, il faut rester dans la diplomatie, ou au contraire, prendre des mesures de sanctions. Qu'est-ce que vous en pensez? Position ferme, je ne pense pas qu'on soit en train de parler de mesures de sanctions, mais position ferme. D'abord, c'est une question, la question climatique, sur laquelle l'échelon européen est très important, parce que ça représente une masse diplomatique, économique, beaucoup plus importante que seule la France. Si effectivement il y avait une discussion vers des sanctions économiques, évidemment qu'à l'échelle de l'Europe, ça sera beaucoup plus persuasif. C'est un sujet sur lequel la Chine s'est positionnée dans le bon sens et c'est un sujet sur lequel diplomatiquement il faut aussi prendre la Chine comme alliée. Europe plus Chine, c'est costaud par rapport au Grand Amérique. C'est un sujet aussi sur lequel il faut jouer d'influence pour bien faire valoir que Trump est à contre-courant de sa propre opinion publique et même de son propre parti, parce que les républicains sont en train de changer d'attitude face au réchauffement climatique. Et ce n'est pas une position qui est politiquement viable pour Trump. On passe à un autre chapitre consacré. On se projette un peu, si vous remportez ces élections législatives, que vous vous retrouvez à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de sujets qui ont l'air de vous tenir à cœur, mais il faudra faire quand même des choix, notamment un choix dans la commission que vous intégrerez. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette question et dans quelle direction vous souhaitez aller? Très honnêtement, je n'y ai pas encore réfléchi et j'ai en tête qu'il faudra y réfléchir aussi un peu en avance pour le cas où et pas se retrouver au dernier moment en train de potasser, de discuter, de prendre les contacts par rapport à ça. Il sera naturel que je cherche une commission dans laquelle les thèmes qui me tiennent le plus à cœur s'expriment bien. Les thèmes sur lesquels j'ai consacré une partie de ma vie, c'est la recherche bien sûr, le progrès en général sous la forme scientifique, mais aussi économique à travers l'innovation, mais aussi culturel, qui est un grand facteur de progrès social, parce que avoir des citoyens mieux informés, mieux préparés, mieux tenus au courant des grands enjeux, ça participe à la santé de la nation. Et ça va être les enjeux prioritaires sur lesquels... Ça vous laisse plusieurs possibilités, du coup, tous ces sujets. Ça laisse plusieurs possibilités, j'écarte rien. Vous savez, c'est quelque chose que j'ai vu dans les dernières années, mathématiques, ça mène à tout, littéralement. À partir de l'action mathématique, j'ai pu me retrouver dans l'action administrative, occupé à monter un fonds de dotation avec des questions de partenariat public-privé, avec des questions d'incitation économique. J'ai pu me retrouver aussi auteur avec des questions de statut de la culture. Tout ça j'ai pu. Et puis j'ai été président d'association aussi. L'action associative, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et ça mène à tout. Si vous n'avez pas choisi la commission, quels vont être les combats, vos combats prioritaires à l'Assemblée nationale? L'éducation, l'Europe, comment vous... Éducation, Europe, environnement, progrès social sont parmi les thèmes qui me tiennent énormément à cœur. Ce sont également des thèmes qui sont particulièrement importants dans ma circonscription. Vous avez parlé du RERB aussi, je crois. RERB, bien sûr, ça c'est le grand sujet qui met le feu aux poudres dans toute discussion dans le nord-ouest de l'Essonne et ailleurs aussi. Ça fait 8 ans que ma vie professionnelle en dépend, puisque j'ai un institut parisien tout en habitant dans ce territoire-là. Évidemment, je partage ce souci avec les habitants. Vous prenez le RER tous les jours, du coup? Presque tous les jours. On va dire que c'est un enjeu de mobilité. Les transports, c'est aussi un enjeu de développement. Il y a un grand projet de développement du cluster scientifique, comme on l'appelle, sur le plateau de Saclay. Et évidemment, que sans les transports, sans la mobilité, sans les transports qui vont avec, le projet ne se développera pas comme il faut. Il y a l'enjeu d'améliorer l'existant. Il y a l'enjeu de développer les nouvelles grandes infrastructures. Un dossier extrêmement important en ce moment en Essonne, c'est le projet de ligne 18 du métro qui relierait Orly à Saclay et ensuite qui continuerait plus à l'ouest. C'est un projet qui peut changer la donne en termes de transport et qui va s'inscrire là-dedans aussi. On parle du RER, juste une question. Avec cette nouvelle notoriété, du coup, ça se passe comment dans le RER? Les gens vous reconnaissent, viennent vous parler, sont assez plus... Les gens me reconnaissent tous les jours, ça date pas d'hier, ça date de la médaille Fields. Ça fait 7 ans que les autographes et les selfies dans le RER, c'est presque mon quotidien. Et au début, on se dit, oulala, c'est envahissant, mais finalement on se dit non, c'est sympathique, on partage un peu. Et c'est l'occasion d'un petit clin d'œil.
Et puis souvent, on rencontre du monde comme ça. Ça m'est arrivé, je vais vous dire, dans le RER, ça m'est arrivé plusieurs fois d'engager la conversation avec un voisin qui m'avait reconnu et il s'est avéré qu'on avait des intérêts communs. Certains, je les ai intégrés dans un conseil scientifique. Pour d'autres, on a fait du travail associatif ensemble. Député, vous prendrez encore le RER? Député, je prendrai encore le RER, oui, parce qu'il faut être pas déconnecté du terrain. Député, il faut être au contact des problèmes qui parfois pourrissent le quotidien des citoyens que vous représentez. Vous savez que vous vous exposez aussi à être un peu impopulaire. Hein. Si vous êtes élu député, c'est pas grave. Vous prendrez quand même le train de banlieue, c'est pas grave. Oui, dès qu'on entre en politique, on sait qu'on va se faire des adversaires, des ennemis, mais il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut une société où on est obligé de se déplacer avec un gilet pare-balles dès qu'on a une action publique? On ne veut pas. Ramener de la bienveillance sur la scène publique, c'est une des choses les plus importantes qu'a fait Emmanuel Macron. Et on l'a vu, cette élection présidentielle, c'était la plus violente en termes verbaux, en tout cas, qu'on ait vu depuis que je m'intéresse à la politique. Et pourtant, c'est celui qui s'est plus affiché en bienveillance qui l'a emporté. Ça donne de l'espoir. Cédric Villani, vous êtes un candidat dit de la société civile, puisque vous n'avez jamais été élu auparavant. Vous êtes pour la moitié des députés En Marche investis qui êtes de la société civile. Donc ça veut dire que visiblement on aura une assemblée qui sera assez renouvelée avec des députés qui n'ont jamais fait de politique. Est-ce que ce n'est pas un risque d'avoir une assemblée de députés inexpérimentés? Est-ce qu'il ne faut pas en politique aussi avoir de l'expérience? En politique, il faut aussi de l'expérience, la culture qui va avec. Et c'est bien pour ça que dans En Marche, on n'a pas dit on fait table rase de tous les politiques. On a dit on veut aller vers un mix. On veut aller vers, au niveau des candidats investis, c'est moitié société civile, moitié qui ont déjà une expérience politique poussée. Sur le terrain, pour les militants, c'est plutôt proche de 3/4, 1/4. 3/4 qui n'ont jamais fait de politique vraiment, et 1/4 qui ont déjà une expérience politique. Pour être député, Cédric Villani, il faut des compétences techniques bien précises. Bien sûr. Alors, on n'est pas chez Jean-Jacques Bourdin, mais on a quand même envie de vous interroger comme ça sur des choses un peu précises. Est-ce que vous sauriez nous expliquer la différence entre un projet de loi, par exemple, et une proposition de loi? Projet de loi, c'est celui qui est présenté par le gouvernement. Proposition de loi, c'est celui qui est présenté par les élus. Et après, il y a une navette parlementaire qui s'engage, Assemblée nationale, Sénat, on fait converger le projet. Il y a un rôle central qui est tenu par le rapporteur, ou la rapporteure avec un E du projet, et on avance comme ça. Oui, vous semblez bien calé. Vous êêtes briefé En Marche là-dessus? Comment vous êtes accompagné en tant En Marche, on est accompagné par plusieurs façons. D'abord, il y a des notes sur les sujets d'actualité, parfois des explications, mais aussi il y a le travail horizontal qui se fait entre collègues. Par exemple, mon suppléant, c'est quelqu'un qui a une expérience politique plus technique, importante, et avec qui on discute. Et au sein des militants, il y en a aussi d'autres qui ont été élus, des mandats municipaux, des différentes responsabilités. On discute entre nous et comme ça, il y a des réflexes, des habitudes, de la culture qu'on prend. Donc tous les futurs députés En Marche savent ce qu'est une ordonnance, par exemple. Ils savent, même s'ils ne savent pas exactement ce que c'est, ils savent que c'est une procédure qui entend à aller vers plus d'efficacité, à réduire en particulier ce temps navette parlementaire dont on parlait qui peut être très long. Ils savent aussi que c'est une procédure par laquelle le gouvernement commence par demander l'autorisation à l'Assemblée pour agir ainsi. Ouais, sur ce sujet, donc vous savez que vous voterez une loi d'habilitation, mais vous savez aussi que vous n'aurez pas votre mot à dire pour amender ce projet qui paraît si important de réformer le Code du travail. Est-ce que ça ne vous pose pas de problème? Est-ce que ça ne vous frustre pas de ne pas avoir votre mot à dire et de pouvoir apporter des améliorations au texte que sera proposé par Mme Pénicaud? D'abord, évidemment qu'entre nous et de façon générale, il y aura un débat d'abord sur le principe de cette ordonnance et qu'on continuera le processus que si on a confiance. Et député, on est toujours, on délibère en son âme et conscience. On n'est pas tenu par un engagement précédent, on n'est pas tenu par une ligne de parti. Vous êtes tenu par un contrat que Emmanuel Macron vous a fait signer avec les Français. C'est oui. Le terme qu'il a employé. Pour être investi, il faut s'engager à défendre le projet En Marche. Et donc, on n'imagine pas des fraudeurs En Marche. On imagine oui, vous l'avez vu ce contrat, j'imagine. Il porte sur des grands principes. Il porte sur le fait qu'on s'engage à réformer certains chantiers qui sont capitaux pour l'avenir du pays. Il ne donne pas de consignes précises. Et évidemment que... Donc, le cas échéant, vous n'auriez par exemple aucun mal à dire non
à ne pas voter cette loi d'habilitation si vous considérez que le mois de discussion qui s'engage là ne va pas dans la bonne Si je direction? considère qu'il y a une rupture du contrat de confiance avec le gouvernement, que pour une raison ou une autre, on a un doute sur la volonté, ce en quoi on a toujours cru, d'un coup il y a une nouvelle déclaration, un nouvel événement qui sème le doute, bien évidemment qu'on tirera les conséquences qui s'imposent. Et pour terminer, je vais dire qu'on a besoin de davantage de confiance en politique et en politique française en particulier. On est en train de parler du Code du travail. Et comme on sait, le Code du travail français, il est énorme. Et il y a un dicton quelque part en Suisse qui doit dire un truc du genre Code du travail suisse, il suffit de le lire dans le train qui va de Paris à Lausanne pour le comprendre. Code du travail français, il faudrait faire 10 fois le tour de la Terre pour le lire. Et pourtant, il y a beaucoup plus de conflits en France qu'en Suisse. Il y a des questions culturelles aussi importantes qui peuvent régir le monde du travail. En France, on a trop souvent demandé à la loi d'occuper tous les interstices dans une démarche conflictuelle. C'est important de donner plus de place aux questions de culture, aux questions de confiance. Il ne faut pas faire ça, bien sûr, du jour au lendemain, d'un coup, mais évoluer petit à petit vers quelque chose où la loi sera moins envahissante, au sens où elle cherchera moins à gérer toutes les possibilités. Il y a une autre question qui est dans l'actualité, c'est celle de la transparence. Il y a François Bayrou qui présente aujourd'hui le projet de loi sur la moralisation de la vie publique. Le terme moralisation, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il doit apparaître comme tel? On sait que c'est compliqué, la morale c'est compliqué, elle est aussi propre à chacun. Qu'est-ce que sur ce terme-là vous pensez? Je pense que c'est important qu'on mette le sujet sur la table. Je pense que allez, je vais faire un tout petit peu mon pédant en distinguant morale et éthique. Et la morale, elle est collective, elle se définit collectivement par une société. L'éthique, elle fait référence aux valeurs personnelles, à ce en quoi vous croyez, à la façon dont vous résolvez des dilemmes, y compris entre deux possibilités qui sont morales toutes les deux, mais qui vont heurter certaines de vos valeurs. Morale, je pense, c'est quelque chose qu'on doit définir collectivement et qui doit servir de cadre de référence. Donc moralisation, ça vous passe? Moralisation me convient et je pense qu'il faut sortir du flou sur beaucoup de sujets et que si on n'aborde pas les questions frontalement, on perdra de la confiance, de la crédibilité, on contribuera à entretenir le doute et le manque de confiance des citoyens envers la classe politique. Je vais revenir sur l'épisode, l'image que vous aviez tout à l'heure où on voyait sortir de l'Élysée et il y avait eu ce rapport de force engagé entre le monde scientifique et le monde politique. Et si on avait obtenu gain de cause, c'est aussi parce qu'en tant que scientifique, on a des codes de popularité qui sont beaucoup plus élevés que le monde politique. Et quand le conflit vient sur la place médiatique, le rapport de force, c'est un autre Vous allez vous en servir. On sent depuis plusieurs minutes que vous n'hésiterez pas sans doute à user de cette force, de votre liberté, de ce poids médiatique pour vous faire entendre différemment. C'est très important. Quitte à devenir frondeur si nécessaire. Quitte à tirer toutes les conséquences qu'il le faut si nécessaire. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour et j'ai confiance dans l'action, mais si jamais il y avait une rupture du contrat de confiance, oui, on garderait notre parole. Avec la force d'avoir fait une carrière déjà dans un autre domaine et donc de ne pas être cloué, de ne pas être enchaîné par la nécessité d'une réussite politique, et avec la conscience que quand vous êtes issu de la société civile, les gens vous font confiance précisément parce qu'ils pensent que vous êtes engagé pour ce à quoi vous croyez. Et remonter la cote de confiance des politiques, petit à petit, je pense que c'est un enjeu fondamental pour la nation. Et vous pensez que vous, le mathématicien, les Français vous feront confiance pour décider s'il faut envoyer des troupes françaises sur un théâtre extérieur pour valider une opération militaire? Je pense que le mathématicien, il est aussi citoyen. En tant que mathématicien, il a eu à jouer un grand nombre de rôles, il a eu à prendre des décisions difficiles parfois. Il a eu à voyager beaucoup. Tenez, j'ai fait des conférences dans plus de 70 pays. J'ai eu l'occasion de rencontrer des projets de développement ici et là, tâter le terrain, comme on dit, un peu partout. Et ça joue dans la façon d'apprécier une action. L'occasion de développer des projets, de se confronter à plein d'acteurs, des expériences de terrain, elles sont importantes aussi, une fois que vous vous retrouvez dans un poste plus abstrait où il faut prendre des décisions clés. Idem d'ailleurs, pour la vie de tous les Français qui ne sont pas aussi érudits que vous, qui n'ont pas eu la même vie, c'est se mettre à leur place, c'est aussi quelque chose qui... Très important, et puis toujours dans la rencontre, toujours dans l'expérience collective. On a à apprendre de tout le monde et de tous les horizons. Et
la nation, c'est tout en solidarité. Il y a de la solidarité entre les experts et les non-experts. Il y a de la solidarité entre ceux qui, par exemple, travaillent à la production, ceux qui s'occupent de l'agriculture, ceux qui s'occupent de l'industrie, ceux qui s'occupent des services, ceux qui s'occupent de la politique. Solidarité pour tout le monde, un enjeu capital. Et pour revenir juste un instant sur la question militaire que vous évoquiez, vous n'êtes pas sans savoir que mathématiques algorithmiques jouent un rôle de plus en plus important dans les questions de défense. Cybersécurité, c'est un enjeu sur lequel j'ai eu à travailler d'ailleurs au Conseil scientifique de la Commission européenne. C'est bien d'avoir pu discuter avec des experts et des personnes qui s'occupent de ça au quotidien pour se faire des opinions. Allez, dernière séquence de l'émission. C'est la séquence Tu préfères. Alors on va vous donner le choix entre deux propositions, cornéliennes presque. Alors, est-ce que vous préférez qu'on vous appelle Marsu Villani, qui était votre surnom, si je ne me trompe pas, quand vous étiez étudiant, pendant toute la législature, ou bien la Lady Gaga des mathématiques? Sans hésiter, Marsu Villani. Ça vient Ça d'où, me ce renvoie. surnom? Je pense qu'il y a la consonance, Marsupilami, Marsupilani. Mais il y a aussi le fait, n'est-ce pas, que j'étais plein d'énergie et très sautillant, peut-être. En tout cas, ça me renvoie à mes années d'étudiant, où j'étais pas toujours assidu aux cours, ça a dépendu des périodes. Vous serez un député J'étais assidu? très actif, je serai un député assidu. Et déjà, j'ai dit que j'étais pas toujours assidu aux cours. En revanche, j'étais déjà assidu dans la vie publique, puisque j'ai été président de l'association des élèves, bureau des élèves à une époque, et ça a été un engagement dans lequel j'ai été sur le terrain tous les jours avec beaucoup de joie. Est-ce que vous préférez renoncer à la lavalière ou à l'araignée sur la veste? Waouh! Là, écoutez, il y a des solutions de substitution pour la lavalière. Je peux remplacer la lavalière par un ascot. La cravate, c'est pas ma tasse de thé, mais il y a des solutions de remplacement pour la lavalière, alors que l'araignée, c'est vraiment unique. Vous préférez obtenir un poste à Harvard ou devenir ministre? Ouf! Ce sont ces genres de questions que j'ai déjà eu à gérer. Des postes dans les grandes universités américaines, ça fait très longtemps, quand j'avais 27-28 ans, quand déjà on m'en proposait dans les universités américaines les plus prestigieuses. Et j'ai déjà arbitré ça. Le moment où on m'a dit est-ce que tu veux rester ici, embauché avec de beaux moyens, un salaire 3 fois, 4 fois, 5 fois plus élevé que ton salaire français, j'ai réfléchi, on a réfléchi en famille, on a dit non. On rentre en France parce que notre place c'est en France et participer au débat public c'est en France. C'est bien pour ça que je suis revenu d'ailleurs de Princeton en 2009 pour prendre la direction de l'Institut Henri Poincaré, parce que je voulais participer au progrès de mon pays. Et donc entre Harvard et ministre, je choisis ministre. Et enfin, est-ce que vous préférez devenir député ou alors que Paris obtienne l'exposition universelle en 2025? Je rappelle que vous êtes président du comité de soutien. Oui, je suis président je suis l'un des membres l'un des porte-parole de l'exposition universelle 2025. Je vais répondre que tout dépend des conditions dans lesquelles ça se fait. L'exposition universelle 2025, c'est un gros projet qui représente une somme d'argent considérable, un engagement important, j'y crois, parce que ce sera une image donnée pour la France, de construire ensemble un projet, de se projeter dans l'avenir. On a, dans le montage de l'exposition universelle, on a fait plancher les étudiants avec l'idée que c'est eux qui seront aux manettes en 2025, qu'il nous fallait une vision de futur. C'est un projet pour que la France se porte bien. Et donc c'est celui-là qui aura ma préférence entre les deux. Si je ne suis pas député, je trouverai bien d'autres façons de m'occuper de façon active. Vous arrêterez la politique française. J'arrêterai pas la politique, je continuerai à m'investir sur ce créneau du rapprochement de l'expérience scientifique et de l'expérience politique. Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cédric Villani, on se retrouve quant à nous la semaine prochaine, même heure, même endroit. À bientôt.